Bonjour Antoine Basbous. Bonjour, Merci madame. beaucoup. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Et évidemment, on a envie d'avoir votre regard, votre analyse sur ce qui est en train actuellement de se passer et ces dernières informations. Donald Trump, qui a eu des déclarations assez tonitruantes sur l'Iran. Est-ce que selon vous, il veut faire pression sur l'Iran ou est-ce qu'il a réellement l'intention d'attaquer l'Iran ? Je crois qu'il est en train de négocier avec un pistolet sur la tempe de la monarchie. C'est-à-dire, il a réuni une armada autour de l'Iran extrêmement impressionnante. Le tiers de la flotte stratégique a été prépositionné sur la base de Diego Garcia. Il y a 2 porte-avions, il y a des bases fixes permanentes, il y a un 3e porte-avions qui s'achemine sur zone. Bref, les Iraniens ont eu énormément à faire avec Israël, mais si jamais l'armada américaine se met en jeu, en place, et commence à bombarder, il ne restera plus grand-chose des infrastructures iraniennes et de son potentiel militaire. Donc il peut attaquer l'Iran, entrer dans ce conflit ? En tout cas, il fait semblant d'être prêt à la bataille, et l'Iran est déjà en très mauvaise posture, alors que dire si les B-2 et l'armada américaine rentraient en jeu ? Pour les États-Unis, ils ont finalement décidé qu'il n'y aura pas d'enrichissement d'uranium en Iran. Donc, les Iraniens sont invités à remettre à disposition leur processus, leur programme, comme l'avait fait Kadhafi en 2003-2004. Et sinon, c'est la fin du régime. Ou bien ils acceptent ce marché en disant on arrête et ils changent de régime, ou ils modifient la conduite du régime, ou bien ils refusent et ça sera la frappe fatale. Et à ce moment-là, il y aura changement de régime, mais en allant où, on ne le sait pas. Donc ça veut dire que là, quelle que soit l'issue, pour vous, le régime des mollahs, il est condamné à disparaître ? Le régime des mollahs, il a fait son temps. 46 ans de souffrance pour les Iraniens, de déstabilisation, de terrorisme par rapport aux voisins, d'hégémonie sur la région. Regardez le nombre de fois où les Iraniens qui ont introduit les opérations kamikazes, ce sont eux qui l'ont inventé avant Bin Laden. Regardez aujourd'hui, il y a des otages français, des touristes qui sont pris en otage. Il y a quelques années, un diplomate iranien venait d'un pays d'Europe pour faire sauter une bombe dans une réunion à Paris. Bref, c'est cette terreur-là, cette privation de liberté, cette oppression à l'intérieur, cet affaiblissement, ce appauvrissement des Iraniens à l'intérieur. Donc il y a contestation, il y a détestation du régime des mollahs qui ne repose plus que sur la monarchie, les Pasdaran et les Bassidj. Donc je ne vois pas qui va verser une larme sur leur sort. Mais qu'est-ce qu'il y aurait à la place ? Qui dit disparition du régime des mollahs, ça veut dire quoi pour l'Iran derrière ? Écoutez, c'est la grande question. Personne n'a de réponse là-dessus et c'est ça peut-être qui freine un peu ceux qui plaident pour le changement de régime. Mais ce régime est mort de lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 46 ans de règne ? C'était l'empire du mal à l'intérieur du pays, comme pour son voisinage, comme à l'international. Et c'est un régime qui a dans l'ADN la volonté de détruire Israël. Il considérait les États-Unis comme le grand Satan. Bref, c'est le régime de la haine absolue, qui n'aime même pas les Iraniens eux-mêmes. Donc je crois qu'il a fini, il est fini, on est dans une situation de fin de règne. En plus, il a prouvé que le verbe est très haut, mais les actions sont ridicules. Combien de fois il avait menacé d'effacer Israël de la surface de la terre. Et en quelques heures, il n'avait plus un seul général qui commande à sa place. Ils sont tous morts dès la première heure. Et le successeur du chef d'état-major de l'armée, le nouveau qui a été nommé, 3 jours, il a été dégommé. Donc vous voyez, c'est le régime de la haine de Wali il-Faqih, c'est-à-dire le vicaire du prophète sur terre, mais il menace, il ne délivre pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ça veut dire là, sans parler des États-Unis, on va y revenir, mais que le rapport de force entre Israël et l'Iran, il est en faveur d'Israël ?
Évidemment, Israël mène une guerre de haute technologie. C'est la première guerre du XXIe siècle menée par l'intelligence artificielle, alors que les mollahs n'ont pas d'avions. Ils ont des avions hérités de l'époque du Shah qui ne peuvent pas voler, qui ne peuvent pas délivrer, qui ne peuvent pas mener de combats aériens. Israël avait, dès l'année dernière, détruit tous les radars iraniens installés en Syrie et en Irak. Et cette année, Israël a commencé son offensive par la destruction de tous les radars à la frontière ouest de l'Iran. Et donc, il y a aujourd'hui une autoroute du ciel qui amène les avions israéliens à se balader dans le ciel iranien sans risquer grand-chose. Alors, Donald Trump, il cible directement l'ayatollah Khamenei, disant savoir où il se trouve, ne pas l'éliminer pour le moment. Est-ce que les États-Unis peuvent éliminer l'ayatollah Khamenei? Je suis convaincu qu'ils le peuvent. D'ailleurs, les Israéliens ont d'ores et déjà éliminé à Téhéran le chef du Hamas, Haniyeh, le père du programme nucléaire, Fakhrizadeh. Ils ont volé les archives nucléaires de l'Iran à travers l'Azerbaïdjan, leur base arrière dans la région. Ils vont le faire? Ils vont l'éliminer? Ils peuvent le faire, comme ils l'ont fait pour une vingtaine de généraux les plus importants, une quinzaine de scientifiques du programme nucléaire, comme ils l'avaient fait l'année dernière pour Nasrallah au Liban. Il était caché sous 30 mètres de terre, derrière 6 bâtiments. Ils ont versé 80 tonnes de bombes et Nasrallah a disparu. Donc oui, je crois qu'ils le peuvent, à condition d'obtenir le feu vert des États-Unis. Apparemment, ils ne l'avaient pas jusque-là, mais avec les propos du président Trump hier, je crois que maintenant c'est possible. Donald Trump qui demande à l'Iran de capituler sans condition. Juste concrètement, ça veut dire quoi pour l'Iran de capituler sans condition? Ça veut dire remettre à l'AIEA, comment dirais-je, le devoir ou la possibilité de démanteler totalement le programme nucléaire. Ce n'est pas un programme nucléaire civil, il est à fin militaire. Quand on fait du civil, on n'enrichit pas de l'uranium au-delà de 60%. On ne dissimule pas aux inspecteurs de l'AIEA les sites et les projets. Bref, donc démanteler le programme. Donc ouvrir aux inspecteurs de l'AIEA tous les sites de manière transparente? Démanteler, ce n'est pas ouvrir, ça veut dire supprimer le programme. Alors, en contrepartie, les Iraniens rêvent de supprimer, de lever les sanctions, parce que les sanctions sont nées avec le régime islamiste en 1979, et ça étrangle l'économie, ça appauvrit l'économie, et tout l'argent qui a été dégagé par le pétrole et le gaz, eh bien, il est allé à l'exportation de la révolution islamique et au programme nucléaire et au programme balistique. Donc, s'il y a une levée et changement de régime, ou tout au moins changement de la conduite du régime, à ce moment-là, il peut y avoir un avenir pour l'Iran. Mais j'ai du mal à penser que ce régime-là, qui a mené l'Iran à sa faillite, à l'humiliation, puisse rester, même si Khamenei n'est pas éliminé. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, l'Iran a d'autres choix que de capituler sans condition, comme le demande Trump? Ils peuvent décider de jouer les kamikazes, de se suicider, c'est-à-dire continuer à dire « nous voulons le programme », qu'ils ne négocient pas, ou qu'ils commettent la bêtise de frapper les Américains, soit directement, soit à travers les proxys dans la région. À ce moment-là, ils vont attirer la foudre américaine qui se rajoute à la foudre israélienne. Ils peuvent le faire, ils peuvent frapper les Américains, selon vous? Tenter tout au moins, parce que les bases américaines sont très nombreuses dans la région. Les porte-avions sont là, les B-2 sont là, les B-52 aussi. Bref, les Américains ont déployé une force extrêmement puissante et l'Iran n'a pas intérêt à provoquer les Américains. Mais bon, peut-être qu'ils préféraient mourir sous les mains des Américains que sous les frappes israéliennes. Est-ce que, selon vous, les États-Unis et Israël vont réussir dans les prochaines semaines à mettre fin au programme nucléaire? Il y a déjà Natanz qui est quasiment détruite, ou tout au moins abîmée, très abîmée. En revanche, Fordo,
c'est enterré très profondément sous une montagne. Alors là, il y a... On parle de 80 à 100 mètres. Hein. Oui, il faut que les Américains s'y mettent avec leur GBU 57, c'est-à-dire ce sont des bombes qui pénètrent 60 mètres dans le sol avant d'exploser. Et donc là, ce programme-là ne peut pas être annulé, détruit sans ces bombes-là américaines. Et c'est en ça que les Israéliens ont besoin des États-Unis, parce que les Israéliens n'ont pas ce matériel pour aller aussi profond et aussi loin, c'est ça ? D'abord, ce matériel doit être fixé sur des porteurs, parce que ce sont des bombes de 13 tonnes et demie. Et donc, je ne crois pas que les F-35 soient capables de larguer ces bombes-là. Donc, il faut que les Américains s'y mettent et que pour en finir avec le programme de façon militaire, il faut l'intervention des États-Unis. Cela dit, les centrifugeuses, les autres sites nucléaires iraniens sont au moins, comment dirais-je, abîmés ou encore détruits, comme Natanz, très largement détruits. Donc là, il y a une réelle volonté qui peut aboutir de mettre fin à ce programme nucléaire. La volonté est présente. Même ils ont convaincu les Américains qu'il faut arrêter ce programme, qu'il faut le démanteler. Alors la question est, est-ce que ça va se faire par la négociation ou bien par la force ? Parce que cette attaque israélienne, elle intervient alors qu'il y avait un cycle de négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis. Il aurait dû avoir des négociations dimanche. Pour vous, ça c'est fini, ces négociations, elles sont compromises, elles n'auront plus lieu ? Écoutez, l'art iranien, c'est celui du tapis où vous avez sur un mètre carré plus de millions de nœuds. Donc négocier avec les Iraniens, c'est négocier avec l'éternité et pour l'éternité. Donc négocier pour négocier, ça ne sert pas à grand-chose, ça juste donne du temps aux Iraniens d'avancer leur programme. Aujourd'hui, je crois que s'il y a une rencontre encore entre les Américains et les Iraniens, c'est pour signer une reddition, ce n'est plus pour négocier. Le verdict est tombé, pas de programme nucléaire d'enrichissement sur le sol iranien. Apprendre à laisser, apprendre, c'est la reddition. Et s'ils refusent, à ce moment-là, ce sont les B2 et les GBU 57 qui vont venir donc il n'y a plus de voie diplomatique. Je ne crois pas à la voie diplomatique. Est-ce que Netanyahou, il est en train de gagner un pari, c'est celui de rallier Donald Trump à sa ligne ? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il a été surpris il y a 2 mois à la Maison-Blanche quand le président américain, devant lui, dit « Nous allons entamer des négociations avec l'Iran ». Apparemment, Netanyahou n'était pas au courant et il a été surpris. Donc Netanyahou a réussi à retourner un peu Trump et à lui dire « Ok, vous avez 60 jours pour négocier et si les négociations n'ont pas abouti, eh bien, au 61e jour, en fait, Israël a frappé au lendemain de la condamnation des gouverneurs de l'AIEA du programme nucléaire iranien parce qu'il y a viol, parce qu'il y a dissimulation dans ce programme. Donc les choses ont été faites dans cet ordre-là. Est-ce qu'il rallie aussi, Benyamin Netanyahou, son opinion publique, qu'il perdait sur la question de Gaza et qui, là, semble être fortement de son côté sur la question de l'Iran ? Je crois que c'est une cause nationale, une cause sacrée d'en finir avec le programme nucléaire iranien, d'autant plus que le 7 octobre, c'est le cerveau iranien qui avait agi. C'est le général Soleimani qui a mis en place l'axe de la résistance, qui a armé les milices, les proxys, ces essaims de frelons qu'il a placés autour d'Israël. Et le 7 octobre, c'est le cerveau iranien qui a donné le go, le feu vert pour attaquer et qui a ordonné au Hezbollah de rentrer dans la danse. Israël a commencé par briser les bras armés de l'Iran dans la région, Hamas, Hezbollah, renverser Assad en Syrie, avant d'aller porter le feu à la barbe et à la soutane des mollahs à Téhéran. Emmanuel Macron, on l'a entendu, il s'est exprimé hier, il semble s'opposer, ne pas être d'accord en tout cas, avec la stratégie d'Israël et des États-Unis. Il dit tous ceux qui ont voulu changer des régimes par des frappes ou des régimes militaires ont commis des erreurs stratégiques. Il a raison ? Est-ce que le président français a-t-il dit qu'il préférait le statu quo ? Est-ce qu'il ne l'a pas dit ? Donc il faut du changement. Le changement, est-ce qu'il sera pire que le mal actuel ? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ni les Iraniens, ni leurs voisins, ni le monde entier n'est en paix avec ce régime qui est totalement isolé, qui est répressif et qui est terroriste. Donc
je ne crois pas qu'on puisse défendre le statu quo avec ce régime-là. Mais évidemment, l'avenir, c'est plein d'incertitudes. Et justement, si le régime des Mollahs tombe, qu'est-ce que ça change pour le reste de la région? Qu'est-ce que ça change pour le Moyen-Orient? D'abord, il y aura beaucoup moins d'ingérence chez les voisins, beaucoup moins de projets messianiques qui veulent renverser et porter la révolution islamique chez les voisins. Toutes les milices que l'Iran a mises en place pour déstabiliser les pays voisins au détriment des structures étatiques, eh bien, ça va tomber. Bref, mais c'est vraiment l'incertitude. Ce régime ne repose pas sur une base sociale. Il y a 10-12% seulement qui le soutiennent, c'est-à-dire la monarchie, les Pasdaran et leurs familles, les Bassidj, c'est-à-dire la police, et les leurs. Ça ne fait pas plus de 10-12%. Et rappelez-vous, tous les ans, tous les 2 ans, il y a des révoltes qui sont réprimées dans le sang. Ce régime-là n'a pas donné le bonheur promis à sa population, n'a pas du tout laissé les voisins en paix et il a porté le terrorisme à travers le monde. Mais est-ce qu'il faut craindre un conflit régional? C'est ce que craint notamment le Liban. Non, avec qui le conflit régional? L'Iran, il n'y a pas de prétention territoriale sur l'Iran. Il n'y a pas de conflit régional entre l'Iran et ses voisins, loin de là. En revanche, avant de stabiliser la situation à l'intérieur, il va falloir trouver de nouveaux équilibres et qu'il y ait une société civile ou même des gens issus du régime qui peuvent reprendre les choses en main ou peut-être un coup d'État parce que ce régime, il est fini. On assiste à une fin de règne, que ce soit politique, par la voie politique ou par la voie des armes et de l'élimination de la clé de voûte du régime, c'est-à-dire de l'ayatollah Khamenei. On a beaucoup entendu les États-Unis, on entend beaucoup moins, on ne voit pas du tout la Chine et la Russie. Il faut s'inquiéter de leur réaction? Non, parce que la Russie, c'est vrai que l'Iran fournit des drones et des missiles à la Russie pour frapper l'Ukraine. Ils seront un peu tristes et aussi ils sont regardants qui va remplacer ce régime parce que quelque part, à travers la mer Caspienne, ce régime est leur voisin d'un côté et de l'autre par rapport à la Chine évidemment achète à prix cassé le pétrole iranien. Mais la Chine ne viendra jamais intervenir pour soutenir ce régime. Ils ont signé un accord de 450 milliards de dollars il y a 3 ans, mais les Chinois n'ont jamais mis en application cet accord parce qu'ils avaient peur des sanctions américaines. On le disait, aujourd'hui aurait dû avoir lieu la conférence de l'ONU pour reconnaître l'État de Palestine. C'était à l'initiative de la France. Est-ce que dans ce contexte, la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, elle peut toujours être d'actualité? Je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour. Les Palestiniens ont une cause, elle est juste. Mais aujourd'hui, le partage du territoire après le 7 octobre n'est plus à l'ordre du jour. Même les messianiques israéliens sont là pour dire qu'ils veulent annexer la Cisjordanie et chasser les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Donc on en est là. Il y a à peu près 900 000 colons en Cisjordanie. Qui va les déloger? Je n'en sais rien. Ce n'est plus à l'ordre du jour pour moi. Et je crois que les pays voisins d'Israël et de la Palestine ont signé des accords de paix en oubliant un peu la cause palestinienne. Ils estiment qu'ils ont déjà donné et qu'il vaut mieux chercher à améliorer la condition de vie des Palestiniens que de leur donner un État sans assise territoriale. La Palestine pourrait être un peu virtuelle comme l'ordre de Malte. Vous pensez qu'il serait allé au bout, Emmanuel Macron, si cette conférence avait eu lieu aujourd'hui, qu'il aurait reconnu l'État de Palestine? Ça, je ne peux pas tirer des plans sur la comète. La situation a été très délicate pour cette conférence, d'autant plus qu'il n'était pas certain que le coprésident Mohammed Ben Salman allait venir à New York pour cela. C'est encore la solution viable ou est-ce que, selon vous, si c'est la fin du régime iranien, ça veut dire aussi la fin d'un État palestinien? La fin du régime iranien signifie la paix régionale. D'ores et déjà, il y a l'accord de Camp David avec l'Égypte, Wadi Araba avec la Jordanie, les accords d'Abraham avec les Émirats, le Maroc, bref,
Donc les pays arabes n'ont pas abandonné le processus de paix avec Israël et en l'absence de l'Iran, le nombre de pays qui vont signer la paix avec Israël est très nombreux. Il restera peut-être en dernier lieu l'Algérie et la Tunisie qui resteraient en dehors de ces accords. Merci Antoine Bazbous. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ce qui se passe actuellement entre Israël et l'Iran. On était ravis d'avoir votre analyse. Merci beaucoup. Tout de suite, on va passer au Club des territoires. C'est l'heure du débat politique.